Bonjour, chers amis. Nous sommes d'abord très heureux de vous souhaiter une très bonne journée malgré la pluie. Et comme vous le savez, préparer le futur africain afin d'éviter les devoirs du passé est une mission à la fois culturelle, politique, scientifique même, et une mission qui veut que le continent aille de l'avant et non pas le contraire. Nous allons traiter un sujet très grave. Vous avez vu ce beau pays qu'est le Cameroun. Il y a déjà mort d'hommes. Le camp Paul Biya, apparemment, veut faire croire que c'est Paul Biya qui a gagné. Ce qui est faux, archi faux. Quand il a rencontré, tout le monde le sait, la diaspora camerounaise à la place de la République, vous avez vu le nombre de Camerounais. Il y avait au moins 300, 400 Camerounais, mais des panafricanistes avec. Donc, Paul ne peut pas gagner. Maintenant, il faut bien en parler de manière tout à fait sérieuse. Que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que d'une façon ou d'une autre, il faut que Paul Biya s'en aille. Il faut que Paul Biya s'en aille grâce à l'apport à la fois des humanistes panafricains, et nous pensons à l'Union africaine, nous pensons à des hommes d'État dignes de ce nom qui sont encore au pouvoir. Il faudrait que ceux-ci aident Paul Biya à partir. Aujourd'hui, nous recevons deux grands Camerounais réfléchis, qui connaissent la politique camerounaise, qui ont toujours été au devant des propositions concrètes, parce qu'eux aussi, ils auraient aimé que le Cameroun s'en sorte par ce qu'on appelle la porte de la grande porte. D'abord, nous recevons Simon Telga, qui connaît la politique camerounaise alors de bout en bout, et qui est quelqu'un qui a, ici en France, milité avec souvent des hommes d'État d'ailleurs. Il a fait ses preuves, et c'est un démocrate naturellement. Alors, Simon Telga, nous sommes très fiers de t'accueillir. Je te tutoie, je m'excuse, mais parce que tu es un garçon bien. Je suis personnellement très fier de t'accueillir, même si Laetitia n'est pas là pour te poser des questions, parce qu'elle est actuellement à Cannes en tant que, disons, très grande artiste, future artiste. J'espère qu'elle sera un jour du talent de Mireille Makeba. On n'en est pas encore là. Elle n'est pas là, mais elle et moi, nous te recevons d'une façon ou d'une autre. Bonjour Simon Tega. Bonjour Lanciné, merci de m'avoir invité à un moment crucial de la vie politique au Cameroun. Et puis, nous avons un autre, à la fois homme de lettres, un écrivain, qui soulève ce que j'appelle beaucoup d'espérance, par le titre même de certains de ses écrits, quand il met, c'est marqué, plaidoyer pour une Afrique qui gagne. C'est le moment où jamais que l'Afrique gagne. Parce que, on l'a souvent dit, un continent, je le répète, qui est assis sur des mines d'or, sur des mines de diamants et sur des puits de pétrole, et qui se retrouve réellement pauvre et pratiquement, je dirais même plus pauvre que jamais, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors il faut des écrivains pour en parler. C'est ce que voulait faire Mongo Betty, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Il n'y a pas que Mongo Betty. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une conscience africaine de développement, une conscience africaine que nous devons aller de l'avant. Et ce très bon écrivain, essayiste, si on peut le dire aussi, qui s'appelle M. César Beng, qui a été l'un des bras droits de Philippe Séguin. M. César Beng, d'abord, voilà, vous voyez le livre, Plaidoyer pour une Afrique qui gagne. M. César Beng, bonjour. Bonjour, monsieur Lassiné Camara. C'est un très grand honneur de m'avoir invité dans ce grand débat. Et votre expérience nous inspire et je pense que je serai à la hauteur. Je vous fais confiance. Alors, tout va mal depuis l'élection qui s'est passée le 12 octobre dernier. Tout le monde savait, honnêtement, que l'opposition allait gagner. Ils ont éliminé les cantons et beaucoup d'autres. Et malgré tout, il faut saluer
la résistance jusqu'ici du peuple camerounais. Le peuple camerounais, malgré tout, a trouvé d'autres candidats. Ça aurait pu être Kanto, parce que, qu'on l'aime ou pas, Kanto était l'homme qui avait beaucoup de, je dirais, beaucoup de soutien, puisque à Paris, il a fait le plein à la place de la République. Donc, je pense que c'est parfois ce que j'appelle la mafia qui l'a éliminé de la candidature. Maintenant, le candidat qui est actuellement, c'est Issa Chiroma, qui lui, en tout cas, jusqu'ici, a su fédérer une partie de l'opposition. Et quand on fédère dans les conditions actuelles une partie de l'opposition, on ne peut pas ne pas gagner. Donc, c'est Issa Chiroma qui a gagné, quelle que soit la situation. Est-ce que M. Simon Tedga, est-ce que nous nous trompons en disant que c'est Issa Chiroma qui a gagné? Merci de me poser la question, Lanciné. Permets-moi simplement de marquer ma tristesse pour les hommes qui sont tombés hier, je parle même pas des jeunes qui manifestaient pour revendiquer tout simplement leur droit de vote. Parce que quand vous émettez un choix et que ce choix n'est pas respecté, c'est comme si on vous retirait le droit. Donc, ils ont voté Chiroma. Il y a une manifestation, je crois, dans 5 ou 6, peut-être même plus de villes, à la demande, à l'appel de Chiroma. Les Camerounais sont sortis, ce qui prouve encore une fois qu'il a l'adhésion populaire. Ils sont sortis, malheureusement, tous ne sont pas rentrés chez eux. Donc, je m'incline devant ces morts, mais c'est ainsi la vie d'une nation qui se bat. Et je n'ai jamais été aussi fier des Camerounais que maintenant, parce que on entendait beaucoup de choses. On disait, bon, ça fait 43 ans que vous avez un vieux au pouvoir, vous ne faites rien, etc. Là, les gens ont fait le nécessaire, ils se sont inscrits sur les listes électorales, ils ont participé, ils ont voté pour le changement. Et ce vote a été volé aujourd'hui même par la proclamation de la victoire de Paul Biya. Car personne n'y croit. Peut-être même pas Paul Biya lui-même. J'espère qu'il est au courant qu'il a été proclamé président. Sinon, il ne croirait pas. Parce que, en réalité, sa victoire n'est nullement justifiée. Un, il a un handicap physique qui est visible, c'est-à-dire qu'il ne peut plus aujourd'hui travailler pour un pays complexe comme le Cameroun. Donc, deux, il a un gouvernement, enfin, plusieurs gouvernements qui n'ont pas produit ce que les Camerounais attendaient. Donc, le pays ne donne pas de satisfaction à ses habitants. Il faut savoir que dans une ville comme Douala, vous avez le coupure d'électricité pratiquement 2 ou 3 fois par semaine. Vous n'avez pas de l'eau potable, les routes sont défoncées, etc. Donc, ça ne se justifiait même pas qu'on vote pour lui. Et malheureusement, c'est lui qui a emporté l'adhésion des Camerounais. On n'a pas reconnu son vote. Et au moment où je venais dans ce studio, j'avais une information quand même assez triste. C'est qu'il était assiégé chez lui à Garoua, je pense, et qu'il avait déjà perdu 2 de ses domestiques, ou enfin gardiens, à la soldatesque qui était en train de tirer chez lui. Donc c'est une journée de tristesse pour moi, hein, cher Lanciné Camara, je tenais à le dire. Alors, je vais poser la question à l'écrivain. Je sais qu'un écrivain n'est pas forcément un homme politique, mais quand la situation est grave comme ça, on peut poser des questions politiques à des écrivains. Monsieur l'écrivain, est-ce que le mieux n'aurait-il pas été de faire venir, comme je l'ai déjà dit, les Tunisiens en leur temps, quand Bourguiba avait toute la mafia qui voulait coûte que coûte le maintenir au pouvoir, les Tunisiens ont fait venir les médecins locaux et internationaux pour constater que le Bourguiba n'était plus apte à gouverner la Tunisie et qu'il était sénile. Pourquoi les Camerounais, monsieur l'écrivain, n'ont pas eu cette idée? Parce que Paul Biya
n'est plus que l'ombre de lui-même. Pourquoi les Camerounais n'ont pas dit, voilà, il faut que les médecins camerounais et internationaux viennent constater que Paul Biya n'est plus rien et qu'il ne comprend plus rien. Monsieur l'écrivain, est-ce que vous pouvez me donner une réponse à ça? Peut-être que ça aurait évité des votes frauduleux, non? Mais je vous remercie de me donner la parole à la suite de l'intervention de mon frère d'à côté. Je voudrais tout d'abord marquer la même désapprobation au sujet de ce qui se passe au Cameroun. Tout démocrate digne de ce nom ne peut que s'inscrire contre ce genre de manifestation. Ça ne nous honore pas du tout. Mais ça me donne aussi l'occasion de parler de mon livre, parce que vous avez eu la gentillesse d'en parler. J'ai passé beaucoup de temps sur le terrain en Afrique, effectivement, pour essayer de toucher du doigt les problèmes, la problématique des différents pays africains. Mais ce que j'ai constaté, et c'est effectivement le fruit de mes recherches qui produit ce livre, c'est qu'effectivement, je suis de ceux qui considèrent que en fait, l'Afrique a les mêmes problématiques, les mêmes problèmes. C'est-à-dire que ce qui se passe au Cameroun actuellement, c'est le fait que nous avons une architecture institutionnelle qui n'est pas conforme aux standards démocratiques. C'est-à-dire, la démocratie, pour moi, c'est quoi? C'est l'acceptation du débat, c'est le refus de l'exclusion. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, on a exclu les candidats, à Yaoundé ou ailleurs. Vous voyez le résultat actuellement. Nous sommes en face de deux légitimités qui sont face à face. Nous avons la légitimité populaire et nous avons la légalité institutionnelle. Bon, vous voyez bien la problématique qui est là, c'est-à-dire le peuple, finalement, c'est le peuple qui est le souverain. Mais vous voyez que nous sommes là dans une difficulté qu'il faudra dépasser. Donc, dans ce livre-là, j'aborde un certain nombre de thématiques qui permettent la réflexion et apportent des solutions concrètes par rapport à cette question fondamentale. Donc, pour me résumer, je considère que le président Chiroma a une légalité populaire et en face, le président Biya revendique une légitimité institutionnelle. À vous de juger. Je pense que le mandant et le mandataire qui est le patron. Alors, monsieur l'écrivain, je vais poser la question à Telga Simon. Je ne veux pas que quelque chose arrive à Issa Chiroma. Je ne souhaite pas, parce que si jamais les militaires osent toucher à la vie de Chiroma, ils le paieront très, très cher. Parce que les Camerounais en ont assez de ce que nous appelons les martyrs. Les Oumniobé et beaucoup d'autres ont été des martyrs. Les Camerounais en ont assez. Donc, il faut mettre en garde l'armée de Paul Biya de tirer sur d'abord les manifestants et particulièrement sur Chiroma. Maintenant, je pose la question à Simon. Est-ce que le peuple camerounais est disposé, comme les Sénégalais l'ont fait, à se soulever, quel que soit le prix à payer, pour que le candidat qui a été élu par les urnes, enfin retrouve le fauteuil présidentiel? Au Sénégal, c'était un peu la même figure. C'est-à-dire que Macky Sall a voulu tripatouiller la Constitution, il voulait se maintenir coûte que coûte. C'est grâce au peuple sénégalais, à ses intellectuels, à ses juristes et à sa jeunesse que les Sonko ont été libérés de prison. Est-ce qu'on peut espérer, aujourd'hui, au moment où c'est très chaud, la même situation? Il faut espérer. Disons que on ne peut pas évaluer aujourd'hui puisque la décision, enfin le verdict est tombé ce jour. Donc, il faut simplement que les gens se rassemblent. On l'a vu hier, à l'appel de Chiroma, les populations sortirent dans plus de 5-6 villes. Ils sont sortis à Douala, à Bafoussam, à Bafan, à Bangaté, je peux me tromper, mais dans beaucoup de villes, à l'appel de Chiroma. Ce qui veut dire que c'est peut-être pour ça qu'on veut le faire taire, justement. Donc, si on l'arrête ou si on l'élimine, il n'y aura plus d'appel. Je pense que c'est le plan du gouvernement. Alors, pour répondre très directement à ta question, je pense que
Oui, parce que les populations en ont marre. Ils en ont marre. Ils sont passés de la résignation à une lassitude dont ils ne peuvent plus. Quand on les interviewe, les gens vous disent même qu'ils sont prêts à mourir. Moi, j'ai vu une vidéo ce jour où quelqu'un est allé au commissariat déclarer qu'il était là parce que son président, c'est Chiloma. Et il a embarrassé la police, qui ne savait pas quoi faire d'un individu qui entre dans un commissariat et déclare comme ça tout beau que lui, il est Chiloma, il est pour Chiloma. J'ai vu cette vidéo, c'est très poignant. C'est extrêmement poignant. Donc, nous espérons que les gens vont s'organiser et manifester pacifiquement. Nous ne voulons pas une guerre, une déflagration dont on ne connaît jamais l'issue. Parce que les guerres, on peut les commencer, mais les terminer, c'est toujours très, très hasardeux. Donc, on manifeste pacifiquement le plus longtemps possible pour montrer son mécontentement. On trouve les moyens de montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce que le Conseil constitutionnel a donné comme verdict, parce que ça ne correspond pas du tout à la volonté du peuple. Hein? Il y a un peuple qui demande le changement, et à juste raison, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, rien ne marche dans ce pays qui est pourtant extrêmement riche, Lansiné. On a évalué à 131 000 milliards de francs CFA le patrimoine minier du Cameroun. C'est-à-dire que si on exploite correctement les mines du Cameroun, ça peut donner près de 131 000 milliards au Cameroun. Donc un pays aussi doté de richesses ne peut pas laisser ses enfants mourir dans la Méditerranée, au Sahara, etc. Et ça, les jeunes ne veulent plus. Dans une conversation, je t'ai dit une fois, je le répète ici, que certains préfèrent maintenant peut-être mourir dans la rue que de mourir dans la Méditerranée. Nous en sommes là. Donc, moi, j'ai espoir, vraiment, que les populations ne vont pas arrêter de manifester leurs droits, c'est-à-dire de revendiquer leurs droits. Voilà. Alors, je salue les avocats qui ont fait ce qu'on appelle une conférence de presse au Salon Hoche. Il n'y a pas très longtemps, j'y étais. Et effectivement, en tant que juriste et en tant qu'avocat, on dit que trop, c'était trop et que c'est la raison pour laquelle, avec des juristes camerounais, ils avaient tenu cette conférence de presse. Maintenant, est-ce que vous pouvez saisir, pendant qu'il est encore temps, les mêmes avocats et d'autres avocats pour dire que ce qui se passe est un crime organisé par une mafia qui est au pouvoir et qu'il faut faire appel à tous les juristes, pas seulement camerounais, européens, américains, français, panafricains, pour dire à Paul Biya que sur le plan de la juridiction nationale et internationale, il est en défaut. Et il faut absolument le faire vite et bien, pendant qu'il est encore temps. Est-ce que, monsieur l'écrivain, vous acceptez, vous, d'appartenir à ce type d'appel pour que les juridictions internationales viennent dès maintenant au secours du peuple camerounais? Merci de votre question. Moi, je pense que tout intellectuel digne de son nom a l'obligation d'être du côté du peuple. C'est déjà quelque chose de fondamental. Donc pour moi, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de la notion de mandat et du mandataire. Donc le mandat, c'est la souveraineté populaire. Dans la démocratie, c'est le peuple qui est le souverain. Donc à partir de ce moment-là, tout homme, tout intellectuel, même toute personne lambda, doit s'inscrire dans cette logique de défendre l'intérêt du peuple. Donc toute initiative qui permettrait de reconforter, en tout cas de mettre en exergue la décision du peuple, me paraît tout à fait justifiée. J'espère que vous allez consacrer un livre à la situation camerounaise actuelle. Ah oui. Oui, absolument, ne vous inquiétez pas. Un bon écrivain, comme vous l'êtes, c'est le moment ou jamais de prendre la température et d'écrire un très bon livre pour conscientiser les populations camerounaises. Je crois que je suis à mon 5e livre et que je pense que même mon collègue qui est à côté, certainement aussi un certain nombre de livres. Je pense que nous travaillons depuis plusieurs années pour conscientiser. Je crois que ça commence à
a porté ses fruits. Donc c'est un combat de longue haleine. Donc moi je suis très optimiste parce que, bon, malgré les difficultés que nous avons évoquées tout à l'heure, l'Afrique, pour moi, a décidé, en fait, je pense que l'Afrique a deux problèmes. Ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun est le résultat d'une inégalité trop grande. Les sociétés africaines sont les plus inégalitaires qui existent. Donc à partir de ce moment-là, ce n'est pas un fruit du hasard ce qu'on vit actuellement. C'est-à-dire que le problème fondamental serait que la société africaine aujourd'hui, ses dirigeants proviennent de la société africaine, mais pas par rapport à des castes ou à des arrangements. Donc le véritable problème, il est là. Donc la jeunesse camerounaise, deuxième élément, vous avez une jeunesse, d'abord c'est un atout, vous avez une jeunesse qui est très jeune et qui est dynamique. Voyez-vous que vous savez que l'Afrique aujourd'hui, il y a deux problèmes qui me sensibilisent. Par exemple, l'Afrique aujourd'hui est un pays qui a un dynamisme économique par ses jeunes, combattants, ce qui n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire que ça doit être un élément qui permet à la consolidation économique du continent africain, sa jeunesse. En plus, vous savez, il y a un deuxième élément, c'est que c'est le problème politique. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que les dirigeants proviennent d'une démocratie populaire, c'est-à-dire les Africains ne veulent plus que leurs dirigeants soient téléguidés. Il faut qu'ils les élisent de manière directe et qu'ils rendent des comptes. Parce que je vais vous donner un exemple simple. À partir du moment où vous êtes dans une démarche où il n'y a pas de responsabilité possible, vous n'avez pas de compte à rendre, vous ne pouvez pas être sanctionné, vous êtes tenté à faire du n'importe quoi, ce qui est tout à fait légitime. Donc la démocratie, si elle est respectée dans son canevas, il est tout à fait normal qu'il faut d'abord lutter contre l'inégalité sociale et mettre l'accent sur l'éducation. Je l'écris dans mon livre. Ensuite, j'ai constaté quelque chose, c'est que pour le développement économique, j'ai utilisé un concept dans mon livre qu'on appelle l'excellence opérationnelle, la performance opérationnelle. Quand j'étais dans différents pays africains, j'ai constaté que l'exécution était pratiquement la dernière des dernières. C'est-à-dire que vous avez, en termes d'exécution, un taux très faible. C'est-à-dire qu'on conçoit beaucoup de choses, mais on ne réalise pas beaucoup de choses. Alors moi, je considère que dans la vie, même l'expérience démontre que 5% c'est un peu la conception et 95% c'est l'exécution. Alors l'Afrique souffre de l'inexécution des projets. C'est évident, j'ai lisé il n'y a pas longtemps un article sur le président Wade. Je crois que c'est quelque chose qui est connu. Donc aujourd'hui, il faut un nouveau leadership politique en Afrique. C'est-à-dire des gens qui ont une vision de transmettre. Je parlais tout à l'heure de l'amour, du patriotisme. Dans mon livre, je le dis. Je dis, les Africains, il faut qu'ils s'aiment entre eux et qu'ils aiment le continent. Parce que si vous aimez le continent, si vous aimez, on s'aime entre nous, vous êtes bien évident que vous allez avoir une autre type de démarche qui consiste à être tout à fait loyal avec son continent. Bon, mais on a l'impression, quand on regarde les hommes politiques en Afrique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le développement, il est ailleurs et que ça ne les concerne pas. Donc vous voyez bien la relation qu'ils ont avec la population. Elle est une relation très distante. Donc je crois qu'on a des choses à faire au préalable, c'est-à-dire décider. Et puis il y a un troisième élément, je ne vais pas le cacher, c'est la diaspora africaine. Vous savez, la diaspora africaine, c'est un atout important pour les années à venir. Parce que cette diaspora, elle a une particularité par rapport à d'autres diasporas, qui est cette particularité que toutes les diasporas ne sont pas sensibles pour le retour dans leur continent. Mais la particularité de la diaspora africaine, c'est qu'elle veut rentrer sur le continent africain, faire des choses. Et donc c'est un atout. On peut faire des miracles avec la diaspora. Il faut pas fermer la porte à la diaspora africaine, parce qu'elle est sensible, elle veut revenir sur le continent africain pour faire des choses. Donc vous voyez bien que là, vraiment on a de quoi, mais il faudrait pour ça que les choses changent. Je pense que le changement est quelque chose de nécessaire. Monsieur l'écrivain, ça fait plaisir de vous entendre parler comme ça, parce que Paul Biya lui-même, il s'est tiré une balle dans les pieds. Celui qui lui a donné de manière tout à fait fraternelle, je dirais, c'est Aïdjo qui a dit, puisque on m'a dit
que je suis condamné et que j'ai le cancer de la gorge, je suis un patriote, je ne veux pas rester dans le fauteuil présidentiel alors on m'a prévenu que je suis malade. C'est comme ça qu'Aïdjo, de manière courtoise et patriotique, a passé la main à celui qui a été toujours son fidèle et loyal Premier ministre, Paul Biya. Il lui passe la main, il s'en va d'abord voir si réellement dans les quelques mois qui viennent, il va mourir, et il voit qu'il ne meurt pas. Ah! On a dit que j'avais à peine 6 mois, j'allais mourir et je ne meurs pas. Honnêtement, quand il s'est rendu compte, monsieur l'écrivain, qu'on l'a induit en erreur pour des raisons sordides, des raisons économiques, parce qu'à un moment donné, Aïdjo a voulu diversifier le partenariat. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas uniquement que ce soit les Français qui aient droit à prendre le pétrole, les matières premières camerounaises. Et c'est quand les Français avaient compris que Paul Biya voulait un peu prendre son indépendance et sa liberté en disant qu'il faut que les partenaires ne soient pas uniquement que français, qu'ils ont fait croire, en tout cas Aïdjo, par le truchement de son médecin, qu'il était malade. Et alors, monsieur l'écrivain, quand il a compris qu'il n'était pas pour le moment prêt à mourir, en tout cas les ancêtres ne l'avaient pas souhaité qu'il meure maintenant, il a voulu reprendre le pouvoir. Ah! Ça a été, à mon avis, quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Paul Biya, lui aussi, il a dit, moi je suis là, je ne parle plus. Et c'est vrai, ce que je vous dis. Aïdjo, tu m'as donné le pouvoir, tu ne parles plus, tu ne reviens plus. Et finalement, Aïdjo est allé en exil à Dakar. À Dakar, il en voulait à mort à Paul Biya. Oui. Et quand il m'a reçu, il a dit, mais je suis en colère sur deux machins. Je suis en colère d'abord contre mon propre médecin, qui m'a dit que j'avais quelque... Déjà, je suis en colère. Mais j'ai compris, les Français ne sont pas des amis. C'est Aïdjo qui dit ça, alors qu'Aïdjo a été longtemps l'homme qui a travaillé avec les Français. Autrement dit, les Français, comme De Gaulle le disait, les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Aïdjo avait compris ça, en exil. Il était en colère. Maintenant, il était aussi en colère contre Paul Biya. Parce que quand il a vu qu'il ne pouvait même plus rester, même un ancien président, un ancien président peut rester à Yaoundé, avoir même son petit logement dans son propre pays, et surtout qu'il avait gouverné très longtemps. Il dit, tu as vu, aujourd'hui je suis à Dakar, je ne veux plus aller au Cameroun. Alors, il était tellement meurtri, déçu, que s'il pouvait revenir au pouvoir, la coopération avec les Français se serait passée autrement. Plus jamais le Cameroun et ses dirigeants, en tout cas si Aïdjo revenait au pouvoir, les Français n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait depuis longtemps. Maintenant, je reviens rapidement à la question qui vous concerne tous. L'Union internationale des journalistes africains, voyant cette situation, et pour dire à Paul Biya que nous, on n'est pas Camerounais, mais on est panafricain, et qu'il n'est pas seul à faire ce qu'il fait. Nous avons décidé, le 17 janvier prochain, à titre posthume, nous donnerons le trophée Mireille Makeba à Amadou Aïdjo. Non pas parce qu'il y a ceci ou cela, mais parce que lui-même, il a commis des erreurs, il a payé très cher, mais celui qui viendra après Paul Biya, que ce dernier, le prochain président, ne commette pas les mêmes erreurs. Est-ce que, M. Tedgar Simon, Oui. vous êtes d'accord avec cette remise de trophée à titre posthume à notre regretté Amadou Aïdjo? Vois-tu, Lanciné, cette proposition que je connais puisqu'on en a parlé,
est justifié, et tu viens de le faire, par au moins deux choses. Premièrement, Ahidjo a été le premier chef d'État du Cameroun. Deuxièmement, il est mort à l'exil par la faute de Paul Biya. Donc peut-être, pour envoyer un message, faut-il enfin reconnaître cet homme qui n'était pas non plus Un saint. un saint. Ça, c'est vrai. Il a poussé beaucoup de gens à l'exil. Non, c'est vrai. Donc, maintenant, il faut que nous ayons la force de pardonner et de voir quand même que finalement, on le regrette. Il faut le dire. On le regrette. Socialement, économiquement, on regrette Ahidjo. C'est-à-dire que Biya a fait ressurgir un fantôme qui était quasiment oublié, mais parce qu'ils ont tellement mal fait les choses que les gens, on a commencé à citer Ahidjo. Tiens, quand Ahidjo était là, il y avait la caméra qui fonctionnait très bien, et il y avait la société de cacao, il y avait la société de coton. On va te citer des dizaines et des dizaines de sociétés, et on ne ment pas. Tout cela est vrai. Biya est venu mettre tout ça par terre. Et il se trouve devant une jeunesse complètement démunie, des diplômés qui travaillent sur des motos qui n'ont aucun avenir. Et ces gens lui demandent de laisser quelqu'un d'autre essayer. Ça y est, on sort les militaires et tout ça. Quand j'ai dit ça, je pense que finalement, donner ce trophée à Ahidjo est assez justifié au regard de ce que nous vivons maintenant. Et je pense que le temps nous donnera raison aussi sur Biya parce que, fort heureusement ou malheureusement, nous sommes tous limités par le temps, de par notre physique. Nous ne sommes que des êtres vivants. Biya partira et il sera jugé comme aujourd'hui on est en train de juger Ahidjo favorablement. Il y a eu des moments où Ahidjo a été condamné par beaucoup de Camerounais. C'est vrai. Et j'en fais partie. J'en fais partie à cette époque. Mais avec un regard, disons, sur le passé, on se dit, mais ma foi, lui, il a été président pendant la guerre froide. Et pendant la guerre froide, l'Afrique, c'était des dictatures. Ahidjo n'était pas le seul dictateur. C'est vrai que lui, il avait la main un peu lourde. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Il avait la main un peu lourde. Mais, alors, nous ne vivons plus pendant la guerre froide et on voit les gens qui sont au pouvoir en Afrique qui ne font rien pour le bien-être de leur peuple. Je trouve ça dommage et voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Alors, nous allons anticiper. Issa Chiroma est le gagnant. Et j'espère qu'il prendra prochainement le fauteuil présidentiel. Nous allons anticiper. D'après l'écrivain, quel devrait être, si jamais d'être dans le fauteuil présidentiel, quelles devraient être ses premières, disons, prises de, je dirais, de décision, ses premiers projets? Qu'est-ce que vous recommanderiez dès le départ? Merci de me poser cette question parce qu'elle me paraît tout à fait fondamentale. C'est-à-dire que je pense que le premier axe pour moi, c'est l'éducation. Parce que vous ne pouvez pas avoir un développement sans éduquer la population. Donc l'éducation pour moi est un axe essentiel, fondamental. Donc il faut rehausser l'éducation et adapter les programmes éducatifs en fonction de la productivité des pays africains. Parce que le drame dans cette affaire, c'est-à-dire que, je vous donne un autre chiffre qui est parlant, vous savez que la moitié de ce que les Africains mangent provient de l'extérieur. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il faut former les gens pour pouvoir investir et développer les produits qui sont des produits locaux, créer des réseaux industriels, etc., etc., mais pour les produits africains, première chose. Deuxième élément, à mon sens, là c'est le côté du juriste qui parle, c'est mettre à plat
tous les éléments institutionnels. C'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure que la démocratie, c'est l'acceptation du débat et tourner le dos à l'exclusion. Donc, il faut faire une loi électorale qui soit consensuelle. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez vécu ça sur les élections au Cameroun. Les listes électorales sont sorties après les résultats, apparemment. Absolument. Bon, alors ça, c'est un dysfonctionnement. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un consensus. Donc, il faudrait un consensus institutionnel, c'est-à-dire, parce qu'à partir de là, et moi je suis de ceux qui considèrent que c'est parce qu'il n'y a pas de consensus et qu'il y a des exclusions qu'on est, on est dans le lit de l'insécurité permanente. C'est le problème, c'est pas la démocratie n'est pas un problème. C'est le refus de la démocratie, c'est-à-dire l'acceptation de mettre des institutions qui sont des institutions consensuelles. Parce que quand c'est consensuel, il n'y a pas de souci, tout le monde y adhère. Et d'abord, il y a un deuxième élément qui est fondamental. Et là, on n'en parle pas beaucoup. C'est les conséquences sur le problème économique. Quel est l'investisseur qui va aller au Cameroun dans ce contexte? C'est impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas seulement avoir l'aspect. Donc, le deuxième élément, c'est l'institutionnel. Éducation, institution. Et ensuite, santé. Parce que si vous n'avez pas la santé, hein, vous ne pouvez pas avoir des gens qui produisent correctement. Donc, c'est les trois vecteurs pour moi, parce que je pense que dans mon livre, je l'écris aussi, il faut éviter de s'éparpiller non plus. Parce que dans les années 60, vous savez que ça a été un peu le danger. Tout le monde voulait avoir son université, tout le monde... Enfin, moi, je pense qu'il faut faire des choix. Donc, pour Chiroma, il y a trois éléments, si c'est lui, il y a trois éléments que je peux conseiller. C'est un, mettre l'accent, un paquet à l'éducation, changer les institutions pour amener un consensus, qu'il y ait un code électoral juste, et que les élections, même s'il faut même numériser dans le futur, parce que c'est une expérience, c'est une étape. Le Cameroun vit une étape. Donc prochainement, il faudrait jouer avec les éléments modernes, la numérisation des bureaux de vote. Donc ça, c'est faisable. Donc je veux dire que mais derrière, il faut une pulsion. Donc deuxième élément, changer les institutions dans le bon sens, avec un consensus à la clé. Et troisième élément, mettre le paquet dans la santé. C'est-à-dire redorer le blason de l'université de médecine de Yaoundé, et même en plus, en tant que panafricain, faire des jonctions avec les autres pays, le Sénégal, etc. Enfin, il y a plein de choses à faire. Monsieur Tedga Simon, on arrive vers la fin. Merci de donner même une minute, parce que... Bien sûr, monsieur Tedga Simon, même 2 minutes. Voilà, merci beaucoup. Je pense que Chiroma doit continuer à travailler comme s'il avait gagné même par le Conseil constitutionnel. Il a gagné dans les urnes. Les Camerounais les reconnaissent dans la majorité comme leur président. S'il a commencé à faire un cabinet, qu'il continue à faire son cabinet ministériel, si on lui laisse la possibilité de le faire, qu'il soit prêt. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a travaillé énormément, qui a fait des recherches sur la guerre. La guerre est faite de batailles. Peut-être que nous sommes là face à une bataille qu'on a perdue, mais il y a d'autres batailles à venir. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est le camp Biya qui va gérer le Cameroun pendant les 7 ans à venir. Donc, nous sommes encore dans une position de combat. Il faut que Chiroma soit toujours prêt. Il n'oublie pas la diaspora. Ouais. Il y a des compétences dans cette diaspora, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il faut associer la diaspora. D'ailleurs, je m'adresse à tous ceux qui dirigent en Afrique. Incluez, mettez vos diasporas au service de leur pays, ils vous apporteront toujours plus. C'est un plus qui vient de l'extérieur et ne vous coûtera rien du tout. C'est sur ces magnifiques propositions que s'achève cette émission. Nous pensons une fois de plus à toutes les victimes. Nous disons qu'il faut arrêter le massacre et nous mettons l'armée en garde contre les crimes qui se préparent et nous disons aux militaires que le Charles Taylor, avant eux, Charles Taylor se croyait tout permis au Libéria, qu'il est aujourd'hui à la CPI, condamné indéfiniment à la prison comme il le mérite. Donc, je profite de cette occasion pour dire aux militaires camerounais d'arrêter le massacre.
Sinon, ce sont eux qui finiront devant les juridictions nationales et internationales. Chers amis, l'émission s'achève. Nous sommes avec le peuple camerounais et je remercie mes deux invités et nous disons à très bientôt. Merci beaucoup.